Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va s'intéresser à une œuvre majeure de la littérature mondiale, de la production romanesque. Il s'agit de 1984 de George Orwell. 1984, c'est un roman qui est connu au-delà du cercle de ses lecteurs, puisque certains éléments sont passés dans le vocabulaire courant ou dans nos références culturelles de tous les jours, ou pratiquement de tous les jours. Chacun d'entre nous a peut-être entendu parler au passage de ce personnage, de Big Brother, et qui nous regarde, qui nous observe. Et on peut aussi avoir entendu parler de cette façon de parler appauvrie qui se nomme dans le roman la novlangue et qui se nomme aussi pour nous dans la réalité la novlangue. Une langue appauvrie, une langue qui ne permet pas de penser correctement et qui est en fait faite pour manipuler les gens qui s'en servent. Donc ce roman de George Orwell, 1984, est intéressant peut-être tout d'abord d'un point de vue historique. Il a été écrit en 1948. On remarque au passage que pour le titre, George Orwell a inversé les deux derniers chiffres de la date. Ça a été publié en 1949, l'année suivante. Et ça prend son origine, sa source, son inspiration, comme vous le savez peut-être, dans les événements historiques que Orwell avait sous les yeux, et en particulier dans les totalitarismes, le nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie, et par-dessus tout, de manière un peu plus évidente, le bolchevisme en Union soviétique. Donc il y a cet intérêt historique, mais ce n'est pas le seul, c'est loin d'être le seul même, puisque de nos jours, aujourd'hui, lorsqu'on lit 1984, on ne peut être que frappé et que profondément troublé des points de similitude, des points de ressemblance multiples et presque évidents que l'on peut voir entre cette fiction et notre monde réel, notre monde de tous les jours, ce que l'on appelle nos sociétés démocratiques occidentales. C'est pour ça que 1984 n'est pas un roman historique, n'est pas un roman démodé. C'est parce que ce miroir grossissant, en fait, que nous tend George Orwell, fait apparaître comme en pleine lumière les défauts, les travers, les tendances peut-être dangereuses vers lesquelles notre société peut être engagée. C'est pour ça que cette œuvre est une œuvre majeure et que j'ai décidé de vous la présenter ici en 15 minutes. Alors on va d'abord en faire un petit résumé très rapide sans en dévoiler tous les tenants et les aboutissants, et puis ensuite nous parlerons de certains thèmes littéraires et des thèmes sociétaux également présents dans cette œuvre. Alors, donc 1984, c'est l'histoire de Winston Smith. Winston Smith est un citoyen ordinaire de l'Océania. Le monde est divisé en trois puissances qui se font la guerre, l'Océania, l'Eastasia et l'Eurasia. Et c'est une guerre permanente, c'est une guerre qui n'a jamais de fin, c'est une guerre qui est faite et qui est menée non pas dans le but d'une victoire finale, malgré ce qui est dit de façon officielle, mais dans le simple but d'entretenir la guerre de façon perpétuelle et de maintenir du même coup tous les citoyens de chacune de ces trois puissances dans un état permanent de terreur, dans un état permanent d'urgence, dans un état permanent de peur où ils ont à se défendre de façon un petit peu fanatique contre un ennemi qu'on leur dépeint sous les couleurs d'un ennemi diabolique. Alors Winston Smith est un citoyen de Londres, donc de l'Océania, un fonctionnaire qui travaille au ministère de la Vérité. Et son travail consiste à réécrire l'histoire. La vérité officielle défendue par ce qu'on appelle le parti dans ce monde, évolue au fur et à mesure du temps. Elle est changeante, elle évolue. Et donc, à chaque fois que la vérité officielle change, elle se met en contradiction d'une manière évidente avec tout ce qui a été écrit auparavant dans les articles de journaux et dans tous les écrits qui ont été écrits auparavant. Alors, le travail de Winston Smith est de réécrire toute cette littérature qui a précédé afin de la mettre en conformité avec les nouvelles vérités officielles, les nouveaux dogmes défendus par le parti. Et à la vérité, Winston fait son travail de manière consciencieuse. De toute façon, il n'a pas tellement le choix.
il est observé, ainsi que l'ensemble de ses contemporains, par ces systèmes de surveillance qui sont omniprésents et que sont les télécrans. Vous en avez ici un derrière moi, et qui ne laisse à personne la liberté, la latitude d'avoir un espace mental privé, puisque on est observé, nos attitudes, nos expressions faciales, nos mimiques, notre intimité est observée en permanence, que ce soit au travail, dans la rue, chez nous, y compris dans notre sommeil. Alors Winston, même s'il n'est pas tout à fait convaincu de la vérité de tout ce qu'il fait, ou du caractère défendable de tout ce qu'il fait, est bien obligé de suivre le mouvement. Il ne sait pas trop d'ailleurs comment au départ il pourrait s'opposer à cette espèce de rouleau compresseur social dont il est une partie en même temps qu'il en est une victime, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que dans son appartement, il y a un tout petit coin auquel les télécrans n'ont pas accès, caché de l'observation. Et Winston Smith fait cet achat un petit peu par hasard, un jour en se promenant, en flânant dans une rue, d'un carnet, tout simplement d'un cahier, dans lequel il va se mettre à écrire ses pensées. Et à partir de là, le personnage va commencer à dériver, va commencer à se décaler de ce monde social et de cette oppression sociale, de ce totalitarisme dans lequel il baigne, et va commencer à développer une pensée autonome, et va commencer à développer une pensée qui va être de plus en plus cohérente. Alors ensuite, il va rencontrer un personnage féminin, Julia, avec qui il va avoir une liaison et avec qui il va pouvoir aussi partager ces pensées qui sont des pensées déviantes au regard des critères sociaux de cette époque. Et ils vont vivre une aventure sensuelle, une aventure amoureuse, tous les deux en même temps qu'une aventure de l'esprit. Et il y a un autre personnage qui s'appelle O'Brien et qui va être, l'appât par lequel la société va attraper Winston. Je ne vous en dis pas plus, mais O'Brien, au départ, Winston pense que c'est un allié, que c'est un personnage qui fait partie d'un mouvement de résistance, et à partir de là, il va rentrer en contact avec lui. Mais il se trouve que en fait, c'est un agent double qui va le perdre et qui va provoquer ensuite son incarcération. Il y aura des scènes de torture, et puis finalement la rééducation. O'Brien va être celui qui, au nom de la société, va rééduquer Winston Smith dans la pure orthodoxie de la pensée défendue par le parti. Voilà pour les quelques éléments de l'intrigue. C'est un roman noir, c'est un roman sombre, dont, je vous le disais au départ, beaucoup d'éléments, de façon troublante, ressemblent à notre réalité quotidienne, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, un élément tout à fait troublant de ressemblance entre notre monde réel et 1984, c'est ce que l'on appelle de nos jours le politiquement correct, cette tendance à ne pas vouloir appeler un chat, cette tendance à édulcorer, à pratiquer l'euphémisme à propos de réalités qui sont jugées un petit peu trop crues, un petit peu trop brutes, et qui, du même coup, tendent à changer la nature de cette réalité elle-même. Dans le roman, on parle de novlangue. Alors, il y a une nouvelle traduction récente en français qui vient de paraître et qui traduit ce terme inventé par Orwell de newspeak d'une façon différente. Ça parle de néo-parler. Mais enfin, gardons ce mot novlangue pour le moment. Puisque en fait c'est la traduction ce sont deux traductions différentes de ce terme newspeak. La novlangue, c'est cette façon de parler, ce langage appauvri, et qui est en fait étudié par les grammairiens, qui est façonné par des grammairiens spécialisés, et qui est spécialement façonné pour être appauvri, et pour du même coup ne pas permettre l'expression pleine et entière de toutes les pensées, avec toutes les nuances qu'il convient d'apporter à une pensée qui se cherche, et qui se cherche par des mots.
à user de cette novlangue, eh bien, on n'est plus capable que d'opérer par des catégories assez grossières de bien, de mal, de plus, de moins, de bon ou de mauvais. Et on est forcé, finalement, on tombe de façon régulière, de façon obligatoire, dans les catégories opposées, comme ça, du bien et du mal, du pour et du contre, du plus ou du moins, sans pouvoir se frayer un chemin vers une troisième voie, vers une pensée authentiquement personnelle et authentiquement différente que ces alternatives grossières qu'on nous propose et qui sont en quelque sorte les deux faces d'une même médaille. Dans notre société moderne, le politiquement correct, dont vous avez entendu parler, joue également ce rôle, puisqu'il n'est plus permis, il n'est plus correct politiquement et socialement, eh bien, de prononcer certains mots, certaines paroles. Alors ça commence effectivement par les paroles à titre, à caractère un petit peu diffamatoire, on va dire, ou les insultes, mais au-delà de ça, ça s'étend à tout un certain nombre de dénominations qui sont proscrites, qui sont prohibées, et certaines personnes font remarquer que bien tout ça appauvrit le langage et en fait appauvrit du même coup la réalité et en fait disparaître les contours et les couleurs. Donc voilà le premier des points de comparaison qu'on peut dresser entre notre monde quotidien et cette fiction 1984. Un deuxième point de comparaison, eh bien, c'est la guerre perpétuelle. Alors certes, nous ne vivons pas dans un univers où la guerre est perpétuelle, mais nous vivons dans des sociétés où les problèmes de sécurité, eux, sont récurrents et sont perpétuels, et en particulier ce que l'on appelle le terrorisme, d'où qu'il vienne, de quelque nature qu'il soit. Le terrorisme est une réalité avec laquelle nous sommes, il est forcé de le constater, nous sommes obligés de vivre au quotidien presque. Et effectivement, il y a tout un discours qui nous fait penser que l'on ne se débarrassera jamais du terrorisme, que ce qu'on appelle la guerre au terrorisme est une guerre infinie, est une guerre sur le long terme, et est une guerre qui est destinée à continuer et ne va pas du tout pouvoir s'arrêter et pouvoir être gagnée dans des délais brefs. De la même manière, dans le roman, cette guerre que se livrent les trois puissances principales qui se partagent le monde est une guerre qui a son but en elle-même. Il faut que la guerre se poursuive. Ce qui est visé, ce n'est pas la victoire, c'est la continuation de la guerre. Il y a la vérité officielle qui propose et qui met en avant le fait que de grandes victoires ont été obtenues à chaque fois et que de grandes avancées ont été obtenues. Mais on découvre que le but caché derrière toute cette propagande, derrière tout ce spectacle, tout cet amusement proposé à la population, eh bien, c'est le fait que la guerre doit continuer. La guerre doit continuer pour laisser planer sur la population une menace de destruction imminente qui justifie ensuite le contrôle politique exercé par l'État, la manipulation, les lois d'exception, et la stimulation émotionnelle des citoyens au moment où peut-être cette émotion pourrait être tempérée par une réflexion ou par quelque chose de plus posé. Donc voilà le deuxième point de comparaison entre notre monde et cette fiction 1984. Et je termine par le troisième, il y en a de nombreux autres, mais j'en évoque que trois, et qui est peut-être le plus évident. Eh bien, ce sont ces télécrans qui sont omniprésents dans cette fiction de George Orwell. C'est ce personnage de Big Brother qui nous regarde, Big Brother is watching you. C'est une phrase très connue, très célèbre. Et eh bien, ce monde dans lequel vit Winston, entre ce monde et le nôtre, le monde des réseaux sociaux, alors vous avez entendu parler de toutes ces grandes entreprises que je ne nomme pas ici, mais qui, sous couvert de nous ouvrir une fenêtre sur le monde, de nous donner une opportunité de communiquer avec nos semblables où qu'ils se trouvent sur la planète, eh bien, enregistrent toutes nos informations personnelles, toutes nos données personnelles, toutes nos démarches, analysent notre comportement et en tirent des lois, des règles pour nous proposer ensuite. Alors de nos jours, c'est de façon commerciale, mais peut-être on peut imaginer dans un futur pas si lointain que ça des manipulations politiques. On en parle d'ailleurs à propos de telle ou telle élection dans le monde.
Eh bien, tout ce que nous faisons sur Internet, sur les réseaux sociaux, est enregistré et répertorié. Et en quelque sorte, eh bien, ces données ne nous appartiennent plus et ces données peuvent être utilisées par n'importe qui dans un but sur lequel nous n'avons après coup aucune prise. Cette surveillance généralisée eh bien, est en place, se renforce. Alors il y a aussi les caméras de surveillance qui peuplent désormais les rues des grandes villes et qui font que personne ne peut être potentiellement anonyme où qu'il soit. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore généralisé à l'ensemble du monde connu, du monde réel. On a encore des endroits de nos jours où on peut échapper aux caméras, mais enfin les caméras couvrent de plus en plus la surface entière de la Terre, et on peut imaginer que dans un futur pas si lointain, eh bien, ce sera tout à fait impossible d'échapper où que l'on soit, à quelque regard que ce soit. Alors vous le voyez, 1984, c'est un roman assez brûlant, assez actuel malgré tout. Et il y a un autre élément sur lequel je voudrais revenir, un élément dans le livre, c'est l'écriture. En fait, Winston Smith découvre qu'il y a un endroit dans son appartement où il peut échapper au regard du télécran, et dans cet endroit, ce tout petit coin de table, eh bien, il commence à ouvrir un carnet, il commence à écrire ses pensées. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il commence à dérouler le fil de ses pensées, alors de façon tout à fait maladroite, de façon tout à fait erratique au départ, mais quand même cela devient avec le temps une activité à laquelle il revient et qu'il approfondit, et par laquelle il commence à prendre conscience lui-même de sa différence, et il commence à prendre conscience lui-même qu'il génère quelque chose qui peut s'appeler une propre pensée. À partir de ce moment-là, le personnage se détache complètement. Il était déjà un petit peu flottant, mais il se détache complètement à partir de ce moment-là des mensonges officiels, de la propagande officielle, et il est en capacité de poursuivre le fil d'une pensée autonome par où il explore de manière individuelle eh bien, les raies et les rouages en quelque sorte de son aliénation. Donc l'écriture est cet événement déclencheur qui va faire que Winston Smith va trouver en fait le fil de sa pensée et va naître en quelque sorte à lui-même et va passer à travers le miroir de tous ces mensonges. C'est une écriture personnelle, erratique, un petit peu, comment dire, qui se cherche et qui ne dit pas grand-chose non plus, et qui ressemble un petit peu à l'écriture pratiquée par certains de nos grands écrivains. On peut citer cette esthétique, en quelque sorte tout à fait similaire à celle qui est celle de Montaigne, dans un autre temps et dans une autre époque. Alors 1984, c'est un roman riche, il y a plein d'autres choses, et en particulier je voudrais évoquer quelque chose qui dans le roman prend une certaine place, prend un certain nombre de pages, de dizaines de pages, c'est la torture. Winston Smith à un moment donné est pris à la fin du roman, comme je le disais, par ce personnage d'O'Brien qui se présente d'abord comme un ami et puis qui en fait se trouve être un agent double, un agent du parti. Et il y a des scènes de torture, alors tout à fait cruelles, tout à fait maximale dans la souffrance, à la fois la souffrance physique, mais aussi dans la recherche de la souffrance morale et dans la recherche de la peur et de l'effroi par rapport à la victime qui est devenue Winston. Et il y a une analyse, alors qui n'est pas liée avec les thèmes dont je parlais auparavant, le contrôle généralisé, le contrôle social, mais il y a une analyse en fait de la relation fusionnelle qui existe entre un tortionnaire et sa victime, puisque au bout d'un moment, Winston cesse de vouloir résister, et Winston, en toute bonne foi, à cœur ouvert, eh bien, essaye réellement de croire aux vérités officielles qu'on essaye de lui réinculquer, et en toute bonne foi essaye d'aimer son tortionnaire O'Brien de façon assez paradoxale, puisque c'est lui qui le fait souffrir, et en toute bonne foi essaye d'aimer cette figure paternelle qui est Big Brother. Donc il y a cette analyse très bien faite. On rentre tout à fait dans la psychologie des profondeurs de ce personnage, même si on n'est pas soi-même torturé, mais George Orwell nous amène à nous imaginer ce que pourrait être notre réaction
à nous-mêmes placés dans ces circonstances-là. Alors pour conclure, 1984, c'est un roman que chacun d'entre nous se doit de lire, se doit de connaître, ne serait-ce que pour en maîtriser un petit peu tous les tenants et tous les aboutissants, pour voir les points de comparaison avec notre société présente. Et en matière de conclusion, il y a un dernier point que je voudrais aborder. C'est la peinture du monde totalitaire dans laquelle évolue Winston. Et ce personnage d'O'Brien, ce tortionnaire, qui lui explique ce qu'est le monde et ce que doit être le monde, et en l'occurrence c'est exactement la même chose. Et c'est un monde immobile en fait, c'est un monde achevé, où le processus historique est arrivé à une fin et où il n'y a plus d'évolution à envisager, il n'y a plus d'évolution à souhaiter, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun espoir pour les opposants puisqu'ils sont bloqués, ou pour les gens qui ne se sentiraient pas à l'aise dans ce monde, ils sont bloqués dans un monde dont les règles et dont les bases sont immuables et qui a été fait pour être immuable justement. Et cette guerre perpétuelle avec les deux autres puissances et ces alliances qui sont des alliances qui se renversent mais qui font durer la guerre, eh bien, sont faites également pour créer un monde dans lequel on ne sort jamais de l'état de guerre, dans lequel on ne sort jamais de l'état de peur, de dépendance. Et c'est un monde donc où ce qu'on pourrait appeler l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps historiques, ce qu'on a appelé à un moment donné la fin de l'histoire, eh bien, est arrivée. Et où on vit dans un état stable et dans un état dans lequel il n'y a plus rien à espérer que la continuation, que la perpétuation de ce même état de choses. Et on comprend facilement que vivant dans un monde comme ça, qui est une espèce de prison en quelque sorte pour certaines personnes, eh bien l'alternative soit d'aimer ce monde tout simplement, ou de le détester, mais alors si on le déteste, il faut prendre ses responsabilités, être prêt à en assumer les conséquences, mais ce qui se trouve en fait le point commun de la majorité des citoyens dans le roman, c'est qu'ils se voient contraints, ils se voient par un espèce de dynamisme intérieur amenés à aimer ce monde qui, pour nous, en fait, est tout à fait répugnant et tout à fait indigne de notre amour. Mais c'est peut-être aussi l'alternative à laquelle nous sommes confrontés nous-mêmes dans notre réalité. En tout cas, voilà, je vous laisse avec ces quelques petites réflexions et je vous souhaite une bonne lecture de ce roman tout à fait passionnant.